Cette semaine, dans l'actualité spatiale, avez-vous vu les nouvelles combinaisons spatiales de Collins Aerospace? Hey, c'est vraiment très impressionnant. Saviez-vous que les astronautes simulent la surface lunaire dans le désert de l'Arizona afin de se préparer pour de futures sorties extravéhiculaires sur notre satellite naturel? Vous voulez toutes les nouvelles du spatial? Mais vous êtes au bon endroit parce qu'ici, à chaque semaine, eh bien, on fait un voyage. Dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact! Il y a presque un an déjà, la NASA a annoncé avoir choisi les compagnies Axiom Space et Collins Aerospace pour développer les futures combinaisons spatiales pour les astronautes pour les sorties extravéhiculaires, soit de l'ISS ou bien les balades sur la Lune. Et là, aujourd'hui, je vous en présente une qui est déjà avancée. La NASA utilise les combinaisons spatiales actuelles sur la Station spatiale internationale depuis des décennies. Elles montrent leur âge. L'agence a eu des problèmes non seulement pour trouver des tailles appropriées pour s'adapter aux différents astronautes de plus en plus diversifiés, mais aussi avec la dégradation de certains composants de la combinaison. Et désormais, la NASA se tourne vers deux sociétés commerciales. Il y a Axiom Space et Collins Aerospace pour construire et entretenir sa nouvelle génération de combinaisons spatiales. Et dans le cadre du contrat de service d'activité extravéhiculaire d'exploration ou XEVAS, la NASA fournit à Collins et Axiom ainsi qu'à un certain nombre de leurs partenaires industriels jusqu'à 3,5 milliards de dollars jusqu'en 2034. Et cette semaine, nous avons eu un aperçu de la nouvelle combinaison que Collins Aerospace conçoit en collaboration avec les partenaires ILC Dover et Oceaneering. Concevoir une combinaison, c'est pas facile. Vous voulez une moitié inférieure rigide avec la possibilité de tourner autour de la taille, un peu de force dans les articulations supérieures, une bonne dextérité dans les gants. Les combinaisons spatiales qui sont actuellement utilisées dans la Station spatiale internationale par la NASA ont été conçues pendant les années 70 pour le programme de navette spatiale. Et en raison du manque de financement, la NASA a continué à les réparer, les entretenir, mais ce sont vraiment des combinaisons à bout de souffle. C'est parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, le SMAT. C'est vrai, mais désolé, j'ai pas tout dit, mais c'est parce qu'il y en a dans la combinaison, puis on veut pas qu'elle sorte. La NASA a dépensé pendant plus d'une décennie 420 millions de dollars seulement pour les entretenir, puis ça n'a absolument pas trouvé les moyens d'en créer de nouvelles. Les combinaisons spatiales actuelles de la NASA sont très complexes. Elles contiennent environ 18 000 composants, puis le volume intérieur de la combinaison est à peu près équivalent à la taille d'un petit réfrigérateur. Le sous-vêtement de refroidissement liquide et de ventilation de la combinaison se compose de 91 mètres, soit 300 pieds, de tubes fins qui font circuler l'eau de refroidissement autour du corps de l'astronaute. Et la couche externe est faite d'un matériau résistant à la perforation. La protection contre les températures extrêmes dans la combinaison va de moins 156 degrés Celsius à plus 121. À ce jour, il y a eu plus de 200 sorties dans l'espace depuis la navette ou la Station spatiale internationale, puis il y a eu un certain nombre de problèmes de sécurité au fil des ans en raison des combinaisons spatiales vieillissantes. Pas les astronautes, les combinaisons. Un fait intéressant concernant les combinaisons spatiales, elles doivent être entretenues par les astronautes en orbite dans l'ISS car elles ne sont pas, après utilisation, renvoyées sur Terre. Avec la navette, il y avait de la place, mais aujourd'hui, il n'y en a plus de place, donc les combinaisons restent dans l'ISS. Les astronautes sont donc les seuls à pouvoir les réparer et les entretenir. Collins Aerospace a actuellement une nouvelle installation de fabrication et d'essai au Houston Spaceport, au Texas, où la société conçoit sa nouvelle combinaison spatiale modernisée. Et en plus de fabriquer les combinaisons spatiales, Collins et Axiom seront chargés de fournir la maintenance et les pièces pour maintenir les combinaisons en état de fonctionnement ainsi que de dispenser une formation et un soutien opérationnel. Le casque offre une protection extraordinaire avec des visières variées. Depuis, le costume pourra être ajusté sur Terre comme dans l'espace. Les bras offrent une amplitude de mouvement supérieure. L'amplitude de mouvement étendue devient particulièrement important pour l'exploration planétaire. Bien que le contrat de Collins avec la NASA appelle à fabriquer des combinaisons spatiales pour la Station spatiale internationale, eh bien la société et ses partenaires conçoivent la combinaison dans le but de faire de futures missions planétaires aussi comme des voyages sur Mars et la Lune. Les plus grands défis technologiques pour retourner sur la Lune sont les particules de poussière extrêmement collantes. C'est quoi ça, man? Je comprends pas. Ben, ça a l'air que ça sent les œufs pourris aussi. Ben ouais, mais il faut que tu me le dises, man. Il faut que je l'explique. Ils comprendront rien. OK, ouais, c'est vrai.
Une grande partie des leçons apprises d'Apollo doivent être appliquées et incorporées, donc une grande mobilité, une diminution de la masse et une meilleure capacité à voir ce qui se passe. Il y a un autre élément que les fabricants de combinaisons doivent prendre en compte, la durée de la mission. De plus, chaque combinaison pourra être en constante évolution car il y aura de la place pour ajouter des nouvelles technologies à l'intérieur. La NASA a demandé à Axiom de livrer les combinaisons pour sa mission lunaire Artemis d'ici à août 2025, tandis que les combinaisons spatiales ISS de Collins devraient être livrées d'ici 2026. La bonne nouvelle pour ces deux compagnies, c'est que la NASA est un client et rien de plus. Ça veut dire en gros que Axiom et Collins seront libres de vendre leurs combinaisons à n'importe qui. Selon Collins, ils ont déjà une liste. Si vous voulez une combinaison de ces compagnies-là, vous pouvez en acheter une. Ça va vous coûter cher, mais c'est possible. Bref, ça doit être vraiment excitant de travailler sur quelque chose qui maintiendra les membres d'équipage en vie et en sécurité. C'est une grande responsabilité pour ces concepteurs de combinaisons spatiales futuristes. Et après l'avoir vue, comment la trouvez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Moi, je la trouve merveilleuse. Vraiment, là, je pense que les astronautes vont avoir beaucoup de plaisir à se déplacer sur la Lune. Enfin, parce que ça, là, c'était quand même pas génial. Des astronautes en combinaison spatiale ont parcouru dernièrement un champ de lave afin de tester des outils et des procédures qui seront utilisés lors de vraies missions lunaires. Dernièrement, l'astronaute de la NASA, Zena Cardman, a porté une fausse combinaison spatiale pour effectuer une expédition de nuit à travers un champ de roches volcaniques, semblable à la surface de la Lune. Et Cardman, qui est géobiologue, et l'astronaute Andrew G. Furstel participaient à une mission visant à collecter des échantillons de roches près d'un cratère. La NASA avait pris soin de complexifier l'expédition. Il y avait des scientifiques qui étaient chargés de déplacer un dispositif qui reproduisait la lumière du soleil, projetant ainsi de longues ombres à travers le paysage. Et dès que Cardman et Furstel sortaient de la zone éclairée censée reproduire les conditions d'éclairage dans le pôle sud de la Lune et qu'ils pénétraient dans des étroites vallées, leur visibilité ne pouvait pas dépasser 10 mètres. Leur mission, examiner les caractéristiques des roches à l'aide des lampes intégrées dans leur combinaison, en essayant de s'orienter à l'aide de cartes à basse résolution, comme s'ils travaillaient à partir des images d'un satellite lunaire. Puis ils n'étaient pas autorisés à utiliser de GPS ou de boussole. Il aurait dû tricher. Ouais, pas vraiment, parce que n'oubliez pas que même si vous trichez sur la Lune, il n'y a aucun des deux qui fonctionnerait. La simulation fut un défi pour les deux astronautes qui se sont sentis un peu isolés et désorientés. À imaginer, mais pendant leur mission, il y avait une équipe de scientifiques et de membres des opérations de vol du centre spatial de la NASA qui étudiaient les cartes du cratère volcanique et surveillaient les progrès des astronautes. Le centre de contrôle des missions envoyait ensuite une série d'instructions et de conseils à l'astronaute Kate Robbins, qui était Capcom. Puis Capcom, c'est comme les contrôleurs de vol, là. C'est eux qui communiquent avec les astronautes. C'est donc elle qui transmettait à Cardman et Furstel les informations. Selon les astronautes, c'était extrêmement difficile de comprendre. Mais pas du côté des radios. Non, ça grichait pas comme ça, la communication était bonne. Mais le côté humain, la compréhension, vous allez voir. Vous devriez voir une colline en face, puis vous devriez arriver dans une vallée. Mais la vallée est à 8 ou 800 mètres, ça fait une différence, là, soyons clairs. Cette mission a été réalisée dans le cadre du programme Artemis qui a pour objectif de renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025. Le principal objectif de ces missions n'est certainement pas d'entraîner les astronautes, mais de tester tous les facteurs non humains. L'objectif principal d'une mission analogique est d'élaborer et tester de nouveaux équipements et procédures dans un environnement plus sûr et moins coûteux que la Lune. Disons que c'est mieux de tester avant. Ça coûte du casque! C'est un peu moins gênant. Nous venons de parler des missions analogiques pour simuler le travail sur la Lune, mais les astronautes seraient rien sans le rover. Avec le programme Artemis, la NASA prépare de nouvelles missions analogiques à grande échelle avec de vrais outils, de vraies procédures et de vrais contrôles des missions. Se préparer pour Artemis nécessite également d'élaborer de nouveaux types de sorties extravéhiculaires dont la science serait la priorité. Les astronautes du programme Apollo avaient suivi une formation approfondie en géologie de terrain. Les nombreux échantillons qu'ils avaient rapportés sur Terre ont depuis changé notre compréhension de l'histoire de la Lune. À l'époque, les scientifiques sur Terre ne pouvaient absolument pas communiquer avec les astronautes à la surface de la Lune. Le recueil en direct de données scientifiques n'était clairement pas une priorité lors des missions Apollo. L'objectif était avant tout d'aller sur la Lune avant les Soviétiques. La NASA a donc fait passer en priorité les procédures de vol de ces missions risquées. Depuis Apollo, la science est devenue un élément central. Depuis plus de 20 ans, les astronautes vivent et travaillent en laboratoire dans la Station spatiale internationale, conjointement aux scientifiques sur Terre à plus de
400 km. Et en comparaison, l'équipe du programme Artemis se trouvera à plus de 350 000 km de la Terre lorsqu'elle effectuera les premières sorties extravéhiculaires sur la Lune. C'est pas mal plus risqué. Lors de la mission Artemis 3, la première mission d'atterrissage lunaire avec équipage du programme, chaque sortie devrait durer entre 4 et 8 heures. Tout en préparant leur retour sur la Lune, la NASA et ses partenaires internationaux mettent au point des technologies qui pourraient ouvrir un nouveau chapitre de l'exploration spatiale. En 2020, par exemple, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise, ou la JAXA, a annoncé son partenariat avec Toyota pour construire un rover lunaire pressurisé destiné à accueillir des astronautes. Mais avant que les astronautes ne puissent franchir des cratères lunaires en Toyota, eh bien, les ingénieurs sur Terre ont besoin de rassembler le plus de données possible quant aux besoins des astronautes. Ainsi, 3 astronautes, un de la NASA et 2 du Japon, ont participé à une mission analogique appelée DRATS, ou Desert Research and Technology Studies. Le trio d'astronautes ainsi qu'une équipe d'ingénieurs ont passé une semaine par groupe de 2 personnes dans un rover de test de la NASA évoluant dans le Black Point Lava Flow, un champ de lave situé près d'un cratère. Ces tests ont permis de connaître avec précision les besoins des astronautes, qu'il s'agisse des caméras de navigation plus performantes ou du système de réhydratation des aliments plus robustes. Et quand j'ai pris connaissance de la liste de problèmes, on trouve de meilleures toilettes que le modèle actuel. Il flush pas? Écoute ça. Actuellement, il n'y a pas grande technologie parce que le modèle actuel consiste en une série de sacs en plastique de plusieurs couches. C'est sérieux. Lorsque la NASA enverra un rover sous pression à la surface de la Lune, il servira d'espace de vie et de travail des astronautes, de leur système de survie et de leurs moyens de transport jusqu'à 1 mois à la fois. Les opérations de test sont désormais un élément essentiel pour développer la meilleure conception et les meilleures technologies possibles. Et au cours des prochains mois, la NASA et la JAXA compileront les leçons apprises et les données pour informer des conceptions de rovers, la planification des traverses lunaires et les concepts d'opérations pour les futures missions Artemis. Artemis, ouais, on l'aime nous Artemis. La Lune, on s'en vient. SpaceX a reporté à dimanche un lancement d'une fusée Falcon 9 avec à son bord 3 astronautes et un cosmonaute en direction de la Station spatiale internationale. C'est quoi ça, man? Je comprends pas. C'est beau, man? C'est une vraie fusée, ça? Tu l'as brisé. Les astronautes et le cosmonaute doivent passer 6 mois en orbite à bord de l'ISS. Ils sont arrivés en Floride mardi pour débuter leurs derniers préparatifs pour la mission, mais le problème actuel, c'est le retard de l'équipe. Plusieurs questions doivent être réglées avant le lancement, dont des analyses supplémentaires des performances thermiques de certaines cellules de revêtement extérieur à la capsule Dragon. Disons que SpaceX qui attend... pas mal rare. On se souvient, en août 2022, la compagnie avait oublié de rendre son rapport de collision. Avant chaque lancement, en plus d'obtenir les autorisations de vol, ils doivent aussi fournir une analyse détaillée de la trajectoire à la FAA au moins 1 semaine à l'avance. L'objectif est de vérifier qu'il n'existe aucun risque significatif de collision entre le véhicule et les nouveaux objets déjà présents dans l'atmosphère et l'orbite terrestre. Pour avoir le droit de décoller, l'opérateur doit être en mesure de prouver que la probabilité d'un impact est inférieure à 1 sur 100 000 ou 1 sur 1 million. Dans le cas des vols habités, 1 sur 1 million, c'est énorme. Ça ne veut pas dire que SpaceX a complètement ignoré les analyses de trajectoire nécessaires, mais la FAA a donné une amende de 175 000 $ à SpaceX, qui a généré en 2022, juste avec le lancement de ces fusées, 2,27 milliards de dollars. C'est rien pour eux. Oui, et le problème, c'est que si tous les opérateurs se mettaient à contourner la FAA de cette façon, on pourrait arriver à une situation complètement anarchique. Oui, le risque de collision augmenterait donc de façon significative. Dans l'espace, les débris issus d'une collision voyagent à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Ils représentent donc une menace pour les autres véhicules et satellites. Si ces derniers sont touchés même par un minuscule fragment, ils peuvent facilement être pulvérisés sur le coup. Ça produirait un nouveau nuage de débris, puis ainsi de suite. Et du côté de l'agence spatiale russe, le retour d'un astronaute... Tu veux dire cosmonaute? Il y avait un astronaute, 2 cosmonautes. Laisse-moi finir, le smart. Le retour d'un astronaute et de 2 cosmonautes bloqués sur la Station spatiale internationale en raison d'une fuite n'est prévu finalement qu'en septembre, 1 an après leur arrivée dans l'espace. En décembre, le vaisseau Soyouz MS-22 amarré à l'ISS et qui devait ramener sur Terre l'Américain Frank Rubio et les Russes Sergei Prokopiev et Dimitri Patlin, on commence à connaître leur nom, a subi une fuite spectaculaire due à l'impact d'une micrométéorite. Et l'agence russe a décidé d'envoyer pour les sortir de là un autre vaisseau, le Soyouz MS-23. Avant cette fuite, les 3 hommes devaient rejoindre la Terre le 28 mars, puis maintenant, ça va être en septembre 2023. Je sais pas comment ils trouvent ça, les familles. Merci, la Russie.
Et c'est maintenant l'heure du récap de notre magnifique semaine. Alors ceci est une photo réelle d'un transit de Vénus. Ça, c'est le moment où Vénus passe devant le Soleil vu de la Terre. Vénus a à peu près la taille de la Terre. Si les extraterrestres observent le Soleil, ils voient de temps en temps la luminosité de notre étoile baisser de quelques millionièmes. Et si ça arrive périodiquement, ils peuvent en déduire qu'une planète passe devant, à quelle distance du Soleil elle se trouve, sa taille et peut-être la composition de son atmosphère en observant la différence du spectre de la lumière pendant le transit. Et c'est ce que nous commençons à être capables de faire pour la détection des exoplanètes. Et dans cette vidéo, nous apercevons la silhouette de Mercure devant l'atmosphère du Soleil le 3 janvier. L'occasion a offert une chance précieuse à l'équipe du télescope de calibrer l'instrument pour améliorer encore la qualité des données. Et voici une magnifique image de notre Soleil prise en H-alpha. Ça, c'est une ligne rouge dans le spectre optique qui montre la partie relativement froide de l'atmosphère solaire. Et l'Observatoire de la Dynamic Solar a capturé une éruption spectaculaire de notre étoile le 17 février dans l'ultraviolet. Je peux vous dire qu'il y a une fête explosive au Soleil alors qu'une grande éruption solaire X2.2 a éclaté, associée à une éjection de masse coronale assez massive. Et lorsque nous parlons de X2.2, vous vous souvenez un peu qu'est-ce que ça crée? Eh oui, absolument un spectacle merveilleux d'aurore polaire. Et encore une fois, je dis aurore polaire parce que ça dépend où on se trouve. Si on est au sud, c'est aurore australe. Si on est au nord, c'est aurore boréale. J'ai eu la chance d'en voir de toutes les couleurs comme je vais vous montrer, mais on n'avait pas la chance à l'époque de filmer avec nos téléphones qui n'étaient pas aussi bons. Là. Maintenant, les iPhones sont rendus extrêmement développés, donc on est capable de vous montrer des images. Le vert est la couleur d'aurore la plus courante vue du sol et est produite lorsque des particules chargées entrent en collision avec des molécules d'oxygène à des altitudes de 100 à 300 km. Et 100 à 300 km, c'est vraiment en dessous de la Station spatiale internationale. Pour ceux qui pensent que la station est protégée, non, ça passe exactement là, elle est à 400 km environ. Dans ce clip, vous pouvez apprécier comment le verre profond se répercute sur la neige. Et voici une nuit au volcan MT Azur en éruption sur l'île éloignée de Tanna dans le Pacifique Sud. Nous apercevons une bruine acide provenant du nuage de cendres et de soufre au-dessus. Et sur ce montage, la navette, le Starship et la capsule Dragon de SpaceX. Et on voit le Cybertruck et un homme aussi. Ouais, mais je jugeais peut-être pas que c'était important ou pertinent de le souligner. Des images étonnantes montrant les dégâts de gros grêlons. Avez-vous déjà rencontré quelque chose d'aussi mauvais dans votre vie? Le 15 janvier 2019, Ocean Ramsey et son équipe ont rencontré ce qui est peut-être le plus grand requin blanc jamais enregistré, d'environ 6 mètres de long, ça c'est environ 20 pieds. Qui rêve d'arriver face à face avec ce monstre? Moi, ça me fait pas peur. Bon. Voici l'Omnivision OV6948, le plus petit appareil photo au monde qui vient d'entrer dans le livre des records Guinness. Il est bon pour des images couleur de 40 000 pixels. Attention, vous êtes peut-être enregistré ou photographié. Les images iRISE de la NASA montrent que le rover Zhurong n'a pas changé de position entre le 8 septembre 2022 et le 7 février 2023. Sa forme n'est pas aussi claire que sur l'image il y a un an, ça c'est clair, car le rover attrape plus de poussière martienne. Il est bel et bien mort, le rover chinois. RIP à Zhurong. Dis quelque chose, bon sang, on passe en direct à la télévision. Le monde entier te regarde. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Le Pentagone a fourni et confirmé l'authenticité de ce selfie pris par un pilote U-2 volant au-dessus du ballon chinois. Et vous me connaissez, je me pose toujours des questions. Au-dessus d'un ballon qui vole à ces altitudes, la caractéristique principale du U-2 est sa capacité à voler à haute altitude, justement. 70 000 pieds qu'on parle, c'est environ 21 300 mètres. On se souvient que dans l'aviation, nous autres, on utilise les pieds. C'est donc 2 fois plus haut que les avions de ligne, puis pour être hors de portée des défenses antiaériennes. Il dispose également d'un important rayon d'action, mais d'une vitesse relativement limitée. Techniquement, l'U-2 pourrait être considéré comme un planeur propulsé en raison du très grand allongement de ses ailes qu'on retrouve sur les planeurs. Ah, voilà! John Glenn est entré dans l'histoire en 1962 lorsqu'il est devenu le premier Américain à orbiter autour de la Terre. Il a fait 3 orbites, 2 contrôlées manuellement. Imaginez dans la capsule Friendship 7 avant de terminer son vol dans l'océan. Allez la voir, la capsule Mercury, justement, est au musée de l'aviation à Washington. Puis je l'ai vu, puis je peux vous dire, je pense que je rentrerais pas là-dedans. Je serais un peu trop grand. Imaginez comment c'était petit. C'était décourageux, ces gars-là.
Si elle dit qu'ils sont bons, alors je suis prêt à y aller. Ouais, avant son vol orbital de 1962, John Glenn hésitait à confier sa vie au calcul de trajectoire d'une machine puis demanda à Katherine Johnson, une grande mathématicienne de la NASA, de les vérifier. Et si vous n'avez jamais vu le film Les Figures de l'ombre, je vous le suggère fortement, vous allez tellement apprendre sur la bêtise humaine, ça c'est clair, mais également... L'émission Mercury, c'était de toute beauté. Allez le voir. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Je vois une boule de feu dehors. Il commence à faire chaud ici. On livre tous la bataille de notre vie. Et ça complète votre actualité spatiale show! Hey, merci d'être ici à chaque semaine, j'espère que vous avez apprécié. Et cette semaine, Yannick, un fidèle abonné, a écrit dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière un message pour vous, je vous le partage. Pour vous, les abonnés, levez les yeux sur nos belles nuits étoilées. C'est un vrai spectacle et chaque nuit est différente de la précédente. Merci Yannick. Ce que j'aime le plus de cette chaîne, c'est qu'on est tous des passionnés qui aiment la vie, alors merci. Vous écrivez parfois que je vous fais rêver, je peux vous dire une chose, c'est très réciproque. Croyez-moi, c'est grâce à vous tout ça, mon équipe, c'est vous. Alors je profite de l'occasion pour vous inviter à observer le ciel. Oui, peu importe où vous êtes sur notre magnifique point bleu port, levez les yeux, évaguez-vous, rêvez, apprenez, pensez à l'immensité de l'espace. Le ciel est beau, oui, mais n'oubliez surtout pas de le partager. Et comme disait Neil Armstrong cette semaine, visez les étoiles, mes amis, mais si vous manquez, visez plutôt la Lune. Après tout, le futur, ça commence maintenant. Autopilot activated.